Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles où on s'apprête du coup à jouer. Alors, on a commencé à préparer la table. On va jouer avec Magic C'est Chic et la ligue des joueurs de Magic du Val-de-Marne et leurs joueurs du coup d'EDH. Et avec eux du coup on est en train de voir pour faire une partie et l'idée c'est qu'on va jouer à un format où moi j'ai moins l'habitude mais eux c'est plus leur trip. C'est le Commander multijoueur mais en version de 3 à 2 têtes, donc 2 contre 2. Ce qui veut dire que c'est ni le Duel Commander comme j'ai l'habitude, ni le Commander multijoueur comme j'ai l'habitude. Donc on s'est un petit peu mis d'accord, on a discuté pour être capable d'avoir une belle partie. Et on en parle déjà dans plusieurs vidéos, mais vraiment l'idée en multi et quand vous voulez avoir une table conviviale fun, c'est de vous mettre d'accord, de discuter en fait pour avoir une belle game et vous assurer que tout le monde est content. Donc on a discuté et a priori voilà, on a vu un petit peu les tables et on a vu, moi je vais jouer plus un deck contrôle, donc ça tombe bien en fait. J'ai, comme vous le voyez ici avec ma pochette vide, j'ai un Muldrota, ça se voit parfaitement. Il y a Kevin Altered qui est aussi du coup altérateur qui va me ramener mon Muldrota mais en version altérée cette fois pour le plaisir de vos beaux yeux pendant la partie. Donc là je vais vous commenter la pochette vide. Muldrota, c'est un général qui vaut 3 incolores, un bleu, un vert, un noir, qui est 6-6. Et en fait l'idée c'est que tant qu'il est en jeu, je peux jouer un type de carte de permanent par tour depuis mon cimetière. Donc je peux jouer un arpenteur depuis mon cimetière, une créature depuis mon cimetière, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais jouer un contrôle un petit peu plus lent qui va prendre le temps de s'installer et en fait ensuite gagner sur le late game en ramenant tout le temps ses menaces et ses bonnes cartes. Alors, comme d'habitude, moi je vous l'ai dit, mon approche du Commander multijoueur, c'est que je commence par plein d'accélérateurs pour faire une belle sortie, une sortie un petit peu rapide. Notamment parce que contrairement en Duel Commander où l'investissement en rampe n'est pas très intéressant, potentiellement en EDH multijoueur en fait, investir dans de la rampe pour arriver sur ensuite des grosses tonnes de mana et prendre l'avantage grâce à ça, c'est assez intéressant. Jouer rampe quand il n'y a pas de combo et de contrôle parce que personne ne veut autoriser les cartes qui font que ces archétypes sont bons en fait, sont forts. Donc tout ce qui est stacks, tout ce qui est combo infini et rapide, ça fait qu'en fait rampe est un archétype assez intéressant. Donc là, ce que je vais jouer c'est mon Muldrota habituel mais en version un petit peu remaniée. Donc où je joue des cartes comme Incarnation du Printemps par exemple qui peut arriver rapidement, bloquer et lâcher mes terrains et qui peut revenir en tant que créature et rebloquer et rechercher des terrains. Un petit Sakura Tribe Elders. Je joue des classiques des couleurs, donc Nature's Lore, Sapiens Naturaliste qui va chercher une forêt, donc potentiellement un terrain de Ravnica ou un Biland. Bon, je joue pas les Bilands parce que c'est ma version. L'idée c'est qu'en multijoueur je joue pas toutes mes meilleures cartes, je joue les cartes qui me restent en fait, donc tous mes Bilands sont pour le Duel Commander et ça me permet aussi de nerfer un petit peu le power level de mes decks EDH multijoueurs et que quand j'arrive à une table avec des gens qui jouent pas forcément à Magic depuis 20 ans, ils se sentent pas vraiment en retard. Into the North qui va pouvoir aller chercher les jolis terrains de Modern Master enneigés. Search for Tomorrow qui est assez sous-estimé en fait parce que souvent on peut le jouer au tour 1 pour un mana vert et au tour 3 il va nous ramener notre terrain en suspend de 2 et on aura bien en fait notre terrain accéléré au tour où ça commence à devenir intéressant. Caratide Sylvestre que je joue pas forcément habituellement en dash multi, là, comme je vous l'ai dit j'ai un petit peu remanié pour le troll à deux têtes. Donc c'est pareil, Treuil et Rempart Luxuriant qui sont plus des cartes que je joue pas habituellement mais qui là vont bloquer. Habituellement ce que j'aime pas c'est que ça meurt sur Colère de Dieu donc il faut constamment les rejouer. Et je vais préférer aller chercher des terrains plutôt que jouer des murs qui vont crever. Je vais avoir Étendue de l'Utopie et Wildgrowth et Terrain Fertile, donc Végétation Luxuriante, qui vont me permettre d'accélérer rapidement et d'avoir mes couleurs. Mur de Racine, encore un bloqueur, mais que là je joue en multi parce qu'il peut à la fois faire du mana et bloquer, ce que les autres peuvent pas, ils sont obligés de s'engager pour faire du mana. Cachette Simic et Pierre de Guermont, je joue pas tous les cachets, je joue le cachette Simic parce que ça me permet d'arriver en fait sur mes 15 accélérateurs à bas coût pour assurer ma curve et parce que mes couleurs principales sont le bleu et le vert. En multi un petit peu plus convivial, tranquille, je vais me permettre de retirer les murs pour jouer des cartes comme Métailler Efficace, Font of Fertility et Babiole du Voyageur qui vont encore une fois me permettre d'aller chercher des terrains à la chaîne et à terme en fait je vais avoir tous les basiques de mon jeu sur le champ de bataille. Hop. Une fois que j'ai fait une belle sortie, ce qui est important c'est de pouvoir en fait pas m'essouffler. Donc je vais aussi assurer pas mal les piocheurs. Je vais avoir des cartes qui synergisent déjà avec le général en fait, comme Note Mentale, Saut de Secours ou Guide Voix Satire qui vont remplir mon cimetière et faire des petits effets. Ces deux-là coûtent qu'un bleu et s'auto-remplacent en me faisant piocher une carte et ils me meulent de 2, donc je vais pouvoir commencer à accumuler des cartes dans mon cimetière. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avancer mon plan de jeu sans payer trop cher et éventuellement avoir des bloqueurs.
De la même manière, Shardless Agent, pour un color, un vert, un bleu, c'est une 2-2 qui cascade. Donc souvent, il va cascader dans mes accélérateurs. Donc ça veut dire pour 3, j'ai une 2-2 et je m'accélère. Parfois, il cascade dans autre chose, mais généralement, c'est des bonnes cartes. Donc il n'y a pas de souci. Et en fait, à chaque fois, je peux le ramener avec Muldrota et recascader. Donc aller chercher d'autres permanents. Et ça, c'est un gros thème fort du deck. Je vais jouer beaucoup de permanents pour les ramener avec mon général. Ensuite, je vais avoir justement un permanent, la Mystic Remora, qui est joué en vintage et qui est ma version signée des Laboratory Maniac, qui est une chaîne du coup de DH multijoueur compétitif sur YouTube. Donc tant qu'à faire, ça me tripe. Et c'est une carte en fait qui a sa petite réputation en dash multijoueur, parce que notamment quand les joueurs en fait sont assez agressifs, qu'ils jouent beaucoup d'accélérateurs, des Mox, des Mana Vault, des Sol Ring, etc., que ça va très vite, bah je vais jouer ça pour un bleu peut-être au tour 1 ou 2 et je vais piocher des tonnes de cartes à la chaîne. Pour un bleu, c'est un enchantement avec l'entretien cumulatif 1 qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire joue un sort non créature, il doit payer 4 ou alors je pioche une carte. Donc là ça va être assez intéressant face à deux adversaires potentiellement qui jouent tous les deux des sorts et qui ne peuvent pas payer 4 à chaque fois. Et l'entretien cumulatif, en fait, je peux me permettre de le payer une ou deux fois, puis après de laisser mon enchantement aller au cimetière et de le rejouer avec mon général, tout simplement. Je vais avoir des cartes comme Vagabond dépensé, que je peux jouer pour son coup d'évocation ou son coup normal pour piocher des cartes et avoir des bloqueurs. Témoin éternel, un bon classique. Si j'ai envie de récupérer plein de cartes avec mon général, j'ai peut-être aussi envie de la récupérer avec Témoin éternel. Donc je joue pas tous les meilleurs tutors du format parce qu'encore une fois on est en dash multi convivial et que mes meilleures cartes sont dans d'autres decks, donc je vais pas avoir un démonique tutor, mais je vais avoir par exemple une traversée d'Ulvenwald qui synergise bien avec le fait que mon général met plein de types de permanents au cimetière pour pouvoir ramener plein de types différents à chaque tour, parce que rappelez-vous, je suis limité à une créature ramenée par tour. Par contre je peux ramener une créature, un enchantement, un artefact, un terrain et un planeswalker. Je vais avoir Vérité douloureuse qui est très bien dans tous mes tricolores et plus, parce que je paye 3 couleurs différentes, je perds 3 points, je pioche 3 cartes. Je vais avoir un mur de fleurs, Wall of Blossoms. Donc pour 2, une 0-4, je pioche une carte. Donc à chaque fois, on est sur un thème quand même de bah moi je suis plus lent que les autres, donc je vais temporiser, mettre de quoi bloquer et des cartes qui au final vont se réutiliser, me rapporter de la valeur au fur et à mesure de la table et qui vont en fait synergiser avec le général que je vais ramener et qui vont me permettre d'attendre le late game où je vais être meilleur. Je vais avoir Modeler de monde qui me met des cartes dans mon cimetière et qui, quand il meurt, me ramène plein de terrain. Je vais avoir du coup la liche du souterrain de mémoire. Donc pour 3 incolores, un vert, un noir, c'est une 4-3. Je peux payer 4 points de vie pour la rendre indestructible jusqu'à la fin du tour. Et quand je devrais piocher n'importe quelle pioche, donc même si je pioche 35 par tour avec la Mystic Remora, à chaque fois je regarde le top 3 de mon deck, je mets 2 cartes dans mon cimetière, une carte dans ma main. Donc je remplis mon cimetière et je choisis ce que je pioche. Et en plus je peux ne pas mourir à la meule, ce qui est un trick dans J-Trog, je vous le rappelle. Si vous voulez en savoir plus, regardez notre deck tech J-Trog avec Soulless Oni. Je vais avoir le monstre de J-Trog, justement, qui synergise bien avec le fait que je vais mettre régulièrement des terrains dans mon cimetière. Et sinon, ça reste un gros stack, vu que c'est une 6-6 contact mortel. Unbridled Gross, qui va avec le fait que ma base de mana est moins stable qu'habituellement, parce que je joue pas tous les meilleurs terrains du format, je joue ce qui me reste. Qui dit que du coup, mon terrain peut fournir de la couleur qu'il veut et je peux sacrifier cet enchantement pour piocher une carte. Donc le rejoue ensuite pour Muldrota, repiocher une carte, etc. Donc ça, une fois par tour, je peux payer un vert pour piocher une carte. Je vais avoir le Kelpie des rivières, qui est une 3-3 persistance, donc ça bloque relativement bien, et à chaque fois que je joue une carte depuis mon cimetière, il va me faire piocher. Ce qui est assez intéressant, un sort. Voilà, donc pas un terrain. Mais le reste du temps, je vais piocher, donc je vais pouvoir avoir un moteur de pioche. De la même manière, une des stars du DH multijoueur, c'est le Sphinx consacré, qui me fait piocher 2 à chaque fois qu'un adversaire pioche 1. Là, je vais avoir 2 adversaires, ce qui veut dire qu'entre chaque fois où il joue et moi je joue, je vais piocher 4 cartes. Sidizi, qui est un tutor en répétition, parce qu'à chaque fois je vais la jouer puis mon cimetière l'exploite avec sa propre capacité et aller tutoriser. Et le reste du temps, si je exploite autre chose, ça reste une 4-6 Death Touch qui est correct pour bloquer. Étude Ristix qui va stacker mes adversaires encore une fois. Donc c'est du soft stack, c'est-à-dire qu'ils doivent payer un de plus pour leur sort, ou alors je pioche une carte, ils ont le choix. Moi ça me va de piocher des cartes. Et ensuite on va avoir Standstill, immobilisation, que j'ai rajouté pour l'occasion, puisque ça dit le prochain joueur qui joue un sort fait piocher 3 cartes à chacun de ses adversaires. Donc là l'idée de ça c'est bien sûr, on va stabiliser le board, on va prendre l'avantage à un moment, je vais espérer, à un moment on va avoir un meilleur board que les adversaires, et là je vais poser ça, je vais dire très bien, si vous voulez essayer de reprendre le contrôle du board, ça veut dire que vous nous faites piocher 6. Et si c'est pas suffisant, je vais le rejouer depuis mon cimetière. Ensuite, je vais avoir un de mes kills qui est Richesse Abominable, qui est je vais payer énormément de mana pour regarder en fait énormément de cartes du deck de mon adversaire et toutes les jouer. Alors comment est-ce que je vais faire énormément de mana? On a vu les accélérateurs avant. Il y a une autre petite synergie qui va arriver en fait, dont je vous parle régulièrement, qui est la synergie Urborg et Coffre de la Coterie, qui fait que Urborg, j'ai tous mes terrains qui viennent des marais, et Coffre de la Coterie, je paye 2, je l'engage, j'ajoute un mana noir pour chacun de mes marais en jeu, donc chacun de mes terrains grâce à Urborg.
Et vu que je m'accélère assez bien, ce qui va se passer, c'est que souvent je vais ajouter une quinzaine de mana avec le coffre de la coterie, et je vais enchaîner, payer le reste, et je vais faire du coup une richesse abominable à 23, jouer une vingtaine de cartes depuis le deck de mon adversaire, et généralement c'est pas mal, c'est assez fort. Alors, ces cartes-là, il faut bien sûr les trouver. On a vu du coup la traversée de l'Ulvenwald tout à l'heure, mais il y a d'autres cartes qui vont permettre d'aller chercher. Donc des classiques comme Regard Sylvestre, mais on va aussi avoir Pierre's Whim, qui est très intéressant en troll à deux têtes, vu que ça vient de Battlebond, qui est un format qui est fait pour le troll à deux têtes. Donc là, typiquement, ce que ça va dire, c'est, je vais dire que mon pote et moi, mon allié et moi, on est alliés, et les deux mecs en face, ils sont ennemis. Donc les deux mecs en face vont sacrifier un artefact ou un enchantement, et nous deux, on va aller chercher un terrain qu'on veut, le mettre en jeu. Ce qui est assez fort, engagé par contre, hein, faut pas abuser. Mais je vais pouvoir du coup directement aller chercher soit mon coffre, soit mon Urborg. Je vais avoir le Royaume inexploré, comme ça, qui peut me permettre d'aller chercher 4 terrains spéciaux, de mettre 2 dans mon cimetière. C'est mes adversaires qui choisissent, c'est un petit gift. Ils en mettent 2 dans mon cimetière, 2 dans ma main. Donc ce qu'ils m'ont pas filé dans ma main, je vais le récupérer avec Muldrota. C'est ça la synergie, hein, c'est cadeau empoisonné. Elvish Reclaimer, qui est une petite nouvelle carte qui va devenir 3-3 quand j'aurai suffisamment de terrain dans mon cimetière. Et sinon, le reste du temps, ça me permet de payer 2, sacrifier un terrain et aller en chercher un meilleur. Et enfin, l'âge de la promesse qui va juste directement me chercher 2 terrains. Hop, ça c'est fait. Engagé encore une fois. Alors, potentiellement, au bout d'un moment, je vais avoir déjà trouvé mes coffres. Donc j'ai un certain nombre d'autres terrains intéressants. J'ai bien sûr des cartes comme Marshflats et Paysage Myriadaire, des fetch en fait, qui vont se sacrifier pour acheter des terrains et que je vais rejouer avec Muldrota. Je vais avoir des cartes qui se recyclent, comme le banc de sable isolé. Donc je peux le recycler et ensuite le rejouer avec Muldrota. Donc j'ai juste gagné une carte, j'ai pas perdu de cartes en soi. Je vais avoir des cartes à tutoriser comme le marécage de Bojuka pour gérer le cimetière adverse, ce qui me permet de pas forcément jouer beaucoup de gestion de cimetière en dehors de ça. Et en dash multijoueur, on va en reparler dans une autre vidéo. Mais l'idée c'est qu'il y a des menaces d'un petit peu tous les types qui vont arriver. Et il faut du coup pouvoir les gérer. Et ça va être l'une des grandes difficultés. Ensuite je vais avoir le Maze of It, qui est un petit terrain spécial toujours agréable, qui me permet du coup de dégager une créature attaquante ciblée, et elle n'inflige pas de dégâts ce tour-ci et se prend pas de dégâts, mais ça me permet en fait de nullifier une attaque par tour. Donc potentiellement s'il y a une grosse bestiole ennuyante en face, ce qui peut tout à fait arriver avec tous les généraux en multijoueur, ben je peux la contrôler. Et enfin je vais avoir le flambeau du commandement, qui me permet en fait je le sacrifie et je mets mon général depuis la zone de commandement dans ma main. Ce qui veut dire que ensuite je joue mon général, puis je rejoue le flambeau depuis mon cimetière. Donc ça me permet de toujours jouer mon général pour seulement 6 mana, donc d'optimiser le nombre de mana que je paye pour ramener mon général. Voilà. Par rapport à ça, on a vu justement tous les piocheurs. Faut voir que, encore une fois, on est sur de l'EDH multi-convivial, mais 3 de tête, donc j'imagine que c'est plus punchy que le DH multijoueur, et on sera amené à débriefer cette partie-là ensuite. Donc il y a des cartes que j'ai enlevées, par exemple Secret des Morts, qui fait la même chose que le Kelpie. Donc quand je joue en sort depuis mon cimetière, je pioche une carte, sauf que ça n'a pas de body. Donc je paye 3 et ça n'a strictement rien fait, je n'ai pas avancé mon board. Donc là, il faut voir qu'il faut que je joue 3 cartes depuis mon cimetière pour que ça devienne meilleur qu'une divination. Ce qui commence à demander pas mal d'investissement. En fait, ce que ça veut dire, c'est que je suis déjà assez bien dans ma partie. J'ai pas pris beaucoup de pression, visiblement, vu que j'arrive bien à jouer une carte qui fait rien, puis jouer 3 cartes depuis mon cimetière avec mon général en jeu. Donc ma partie se déroule quand même très bien. Et je me permets donc de virer ce genre de cartes là pour mettre des cartes un petit peu meilleures sans mon général. Et de manière générale, c'est justement quelque chose qu'on va faire à chaque fois qu'on veut rendre un deck plus compétitif. C'est-à-dire que si je joue trop de cartes qui font rien quand elles arrivent, ben je cours le risque de juste je joue une carte, elle fait rien, je joue un truc, je bouille, je rame en fait pour avoir un impact sur la partie. Alors quand la pression est faible, ça va. Mais plus la pression devient forte quand on se prend des grosses phases d'attaque. Par exemple, un truc qui pourrait arriver, c'est un gros Xenagos qui rend une grosse bestiole infâme encore plus infâme et qui me défonce la tronche. Faire 3 fois rien en payant beaucoup de mana, ça va pas marcher. Donc je vais être obligé d'être un petit peu plus efficace que ça. Et on va voir si j'ai suffisamment amélioré mon deck pour tenir le rythme des decks en face, sans non plus aller au-delà du niveau de leur deck. Et c'est un petit peu ça, la discussion qu'on a eue, c'était un petit peu ça le défi. C'était arriver à communiquer pour voir le niveau des decks de chacun et s'assurer qu'on ait une belle game. Pas un côté qui a mieux métagamé que l'autre et qui l'emporte. Parce que dans ce cas-là, on tombe dans le compétitif et dans ce cas-là, j'aurais ressorti un deck de Duel Commander ou un truc un petit peu plus punchy. Et voilà, on ne se serait pas embêté à limiter le combo, etc. Là, vraiment, l'idée, c'est qu'on voulait avoir une game typique de dash multijoueur troll à deux têtes pour vous montrer un petit peu ce que le format a dans le ventre et pourquoi est-ce qu'il peut être fun.
Alors, pour tenir le board justement, j'ai 2 cartes typiques qui vont très bien faire l'affaire, qui vont être Titania. Titania et ses petits potes, les élémentaux 5-3. Donc Titania, elle me ramène des terrains. À chaque fois que j'ai un terrain qui va au cimetière depuis le jeu, je mets des 5-3. Donc comme je vous l'ai dit, je joue pratiquement tous les fetch. Donc ça veut dire que je vais mettre un certain nombre de terrains dans mon cimetière de moi-même. Et le terrain que va ramener Titania va souvent directement retourner dans mon cimetière. Donc je vais pouvoir poser des 5-3 et essayer de peupler un board. Donc mettre la pression dans les adversaires, tenir si c'est eux qui mettent la pression, etc. Je vais aussi avoir le Tractus par exemple qui va me permettre à répétition potentiellement si je le rejoue de gagner des points de vie et de mettre des petits jetons 3-3 et d'avoir juste un gros body sur la table. Donc j'ai quand même quelques trucs pour avoir un body et tenir, survivre. Ensuite je vais avoir des synergies typiques de Muldrota. Donc l'idée c'est que l'image fantasmatique en fait elle permet de copier une carte et elle meurt très facilement parce que dès qu'on la cible elle va au cimetière, elle se sacrifie. Mais là en fait avec Muldrota ça me dérange pas qu'elle se sacrifie parce que je vais la rejouer assez facilement. Donc ça, ce que ça me permet, c'est de copier des effets d'arrivée en jeu ou des créatures intéressantes à répétition. Et imaginons qu'il y ait comme par hasard un Sigarda à la table, il se trouve que cette carte-là serait assez intéressante. Donc ça, c'est typiquement le genre de carte qu'on voit quasiment que dans des decks Muldrota et qui sont très fortes. Et c'est pareil pour Nécromancie. Animation des morts coûte moins cher et fait à peu près la même chose. En fait, l'idée c'est d'enchanter une créature du cimetière, elle arrive en jeu, et tant que l'enchantement Nécromancie est en jeu, on garde la créature du cimetière. Donc si on perd l'enchantement ou si on perd la créature, on perd les 2 cartes au final. Nécromancie, par rapport à animation des morts, on a le droit de la jouer en flash, mais dans ce cas-là, à la fin du tour, on est obligé de la sacrifier. Mais ce qui est ok quand on a Muldrota et que du coup on peut la rejouer depuis le cimetière. Donc ça va me permettre en fait de ramener des créatures à la chaîne et de faire éventuellement leurs effets d'arrivée en jeu. Dans les cartes à impact que j'ai pas forcément joué cette fois, mais que je joue parfois en EDH multijoueur, c'est Gunty, qui est pour 4 une 2-3 Death Touch, donc qui bloque bien encore une fois, qui va permettre de retirer des cartes des decks adverses et du coup de trouver des synergies marrantes et de les jouer à leur place. Ça m'est déjà arrivé aussi de choisir de jouer Gunty à la chaîne face à un deck combo pour lui retirer des morceaux de sa combo et la jouer à la régulière. Il y a le Père de la Stagnation qui, à chaque fois qu'un adversaire joue un terrain, me permet de le meuler et de piocher des cartes. Le problème en fait, autant c'est une star en dash multijoueur classique, parce que si en fait tout le monde va vouloir jouer des terrains et du coup je vais constamment piocher des cartes, autant entre la 2 têtes, j'imagine que tour 6, potentiellement ils peuvent juste se dire oh, je vais juste pas jouer mon terrain. Donc je vais avoir payé 6 pour jouer un stack qui ne fait rien. Donc je préfère un stack qui fait plus de choses en arrivant. Une autre carte que je joue en multi, c'est le Dieu Scarabée, qui va constamment revenir, donc ça contribue au thème global de avoir un très bon late game. Et c'est quand même un petit stack, c'est une 5-5 qui va ramener les cartes de mes adversaires en jeu en payant 4, mais les ramener en tant que zombie 4-4 noirs. Donc potentiellement je vais pouvoir ramener un certain nombre de cartes qui ont des capacités intéressantes, mais sous forme de zombies, vider les cimetières de mes adversaires et m'assurer du coup que j'ai des bonnes cartes pour kill. Il y a aussi la défense du cœur de la forêt qui, si un adversaire a 3 créatures au début de mon entretien, me permet de sacrifier la défense pour aller tutoriser 2 créatures. Donc là c'est typiquement assez intéressant pour aller en fait punir les joueurs qui s'étendent, ce qu'on voit très souvent en EDH multijoueur, et à l'inverse en fait moi récupérer des créatures très fortes qui vont me permettre de stabiliser, d'arriver vers mon late game, etc. La dernière partie du coup ça va être la gestion. La gestion, on en a parlé, les decks très compétitifs jouent genre une vingtaine de sortes de gestion à très bas coût, des cartes comme Swansong, comme Dispel, comme Force of Will, pour essayer de vraiment contrôler avec un investissement mana le plus faible possible et de pouvoir faire des batailles de contre dès le tour 2 potentiellement, parce qu'il y a des decks très rapides comme Flash Hulk ou Hermit Druid, qu'on verra pas aujourd'hui comme on l'a dit parce qu'on est plus convivial. Et à côté de ça, on a des préconstruits ou des decks un petit peu moins optimisés qui sont plus vers la dizaine de gestion et un petit peu plus cher. Donc moi je suis entre les deux. Je vais jouer en l'occurrence 17 sortes de gestion, mais qui sont beaucoup plus chères. Je me fais un petit peu plus plaisir sur le thème. Alors je vais avoir des cartes comme Action Pernicieuse qui me permettent de raser tous les enchantements, les artefacts et les créatures, et que je peux jouer à la chaîne avec mon général et toujours payer 5 ou moins, donc pas tuer mon général dans l'opération. Ça peut me permettre de raser le board à tous les tours sans avoir à repayer mon général potentiellement. Je vais avoir Harness Cérébral, qui est une carte que j'aime beaucoup, que j'aime bien jouer en Duel Commander et que du coup je joue dans Muldrota, qui a encore une fois l'entretien cumulatif. Ça me permet pour un seul mana de voler une créature verte ou rouge, ce qui est très drôle. Par contre, il faut que je paye 1, puis 1 de plus, etc. à tous les tours. Mais encore une fois, c'est pas dramatique de la sacrifier à un moment si j'ai mon général. On verra si j'arrive à le faire tenir sur la table. Justement, des cartes que je joue pas, c'est J'emmerde éclair, par exemple, pour faire survivre mon général. Là, j'ai choisi de faire 100.
mais j'aurais tout à fait pu les inclure. C'est des cartes que je peux jouer régulièrement. Après, je n'ai pas 35 millions, donc je suis obligé de faire des choix et de les mettre dans les decks quand on en a le plus besoin. Et Muldrota, je pars du principe qu'il a suffisamment de moyens de juste rejouer son général à la chaîne pour que je lui donne pas des jambières. On verra comment est-ce que ça se passe là en 3 de tête. Je vais avoir des petites cartes un petit peu sympas en l'occurrence. Pour varier les types, on avait parlé d'arpenteurs, et ben j'ai 3 arpenteurs ici qui font de la gestion. Je vais avoir déjà Omnixilis Reignited, donc si je fais +1, je pioche une carte, je perds un point de vie. Il commence avec 5 marqueurs loyauté, donc il passe directement à 6. -3, je détruis une créature, et -8, le joueur ciblé gagne un emblème qui dit quand un joueur pioche une carte, vous perdez 2 points de vie. Donc ça en 3 de tête, ça veut dire qu'à leur tour ils perdent 4 points de vie, à notre tour ils perdent 4 points de vie. Donc ça, si je l'utilise avec, c'est assez fort. Je vais avoir Vraska Relic Seeker qui met des jetons 2-2 Pirate Menace, qui va aussi pour -3 détruire un artefact, une créature, un enchantement et me donner un trésor à la place. Ou -10 mettre un joueur à 1, ce qui là on va jouer à 30 points de vie, donc ça descend pas mal potentiellement s'il y a l'ulti. Et Vraska The Unseen pour 3 incolores, un noir, un vert, 5 marqueurs loyauté, +1 la prochaine fois qu'elle devrait se prendre des dégâts par une créature, la créature meurt. -3 je détruis un par un dans mon terrain. Et -7 je mets 3 assassins 1-1 qui, quand ils infligent des blessures à un joueur, lui font perdre la partie. Bon, pas sûr qu'ils ulti, mais l'idée c'est d'avoir de la gestion avec un petit peu du flavor et qui soit, si possible en fait, qui varie mes types de permanents. Je vais avoir ensuite de la gestion de masse en plus de action pernicieuse. Et encore une fois en permanent. Donc je varie et je joue des trucs un petit peu sympas qu'on voit pas dans d'autres decks. Et ça c'est un truc que j'essaie de faire en dash multijoueur, c'est utiliser toutes les cartes qui sinon seraient dans le fond de mon classeur et ne verraient jamais le jour. Donc le temps des glaces, il me permet les 2 premières fois d'engager une créature et elle se dégage pas. Et la dernière fois, je renvoie dans les mains de leur propriétaire toutes les créatures engagées. Et ça s'active au début de ma phase principale. Donc quand notre équipe aura dégagé et pas l'équipe adverse. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je bloque une créature, puis une deuxième créature. Puis le tour d'après, s'ils attaquent, c'est un problème parce qu'ils vont se faire bouncer tout leur board. Donc ça va un petit peu les contraindre et les forcer à ralentir. Je vais avoir les Saintes Écritures Phyrexianes qui me permettent de mettre un marqueur +1/+1 et de rendre artefact une créature, typiquement Muldrota. Et ensuite, je vais détruire toutes les créatures non artefacts, donc pas Muldrota. Et je vais exiler toutes les cartes des cimetières de mes adversaires. Donc c'est un moyen supplémentaire de gérer les cimetières et de faire de la gestion. Et ça va aussi dans un thème de pouvoir être contré en dash multijoueur. Si on passe par des sorts qui sont très difficiles à contrer pour les adversaires, ça peut donner de la frustration aux joueurs. Donc là, comme vous le voyez, en fait, action pernicieuse, temps des glaces, Sainte Écriture Phyrexiane, on les voit venir. Ils arrivent, il y a la possibilité de jouer des cartes pour les gérer. Mais voilà, faut le faire maintenant. Donc je te laisse 3 tours pour voir venir, débrouille-toi. Si tu peux pas le gérer en 3 tours, c'est pas mon problème, c'est le tien, ton deck building. Nuit incarnée, enfin, c'est pour 5, une 3-4 contact mortel, donc ça bloque bien. Et quand elle quitte le champ de bataille, toutes les créatures gagnent -3/-3. Et ce qui est sympa, c'est que je peux l'évoquer, en l'occurrence, pour 3 incolores, un noir. Donc c'est une vraie supplémentaire que je peux jouer depuis mon cimetière. Et l'évocation, ça veut dire que à chaque tour, je peux la jouer depuis mon cimetière, en tant que mon sort de créature, avec Muldrota, en payant son coût d'évocation, et elle arrive, elle meurt, etc. Et je m'assure qu'il n'y a rien de trop petit qui reste sur la table. Je vais avoir ensuite du coup pas mal de cartes qui vont dans ce côté-là de se jouer et repartir directement. Le saut de Primordium qui casse un artefact en enchantement en sacrifiant. Le saut Seal of Removal, faudra trouver son nom en anglais, mais il va s'afficher devant vous, je n'en doute pas. Et quand je sacrifie, je renvoie une créature dans la main de son propriétaire. Donc pour un seul mana, je peux gérer une créature. En dash multijoueur convivial, c'est très intéressant de juste bouncer parce que j'ai pas besoin de la tuer en fait. J'ai juste envie qu'elle me pose pas de problème à moi-même. Là où en 3 de tête, on va avoir un petit peu plus envie de s'entretuer. Et donc là, c'est un petit peu dommage que je tue pas la créature. J'aurais pu jouer d'autres cartes éventuellement. Et on verra les autres cartes que j'aurais pu jouer. Je vais avoir la Renaissance de l'aîné. Donc encore une carte qui contribue à la storyline et qui a ce côté lentement mais inexorablement, je vous pose problème. Quand je le joue, chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planeswalker. La deuxième fois, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et la troisième fois, je mets sur le champ de bataille sous mon contrôle une carte de créature de Planeswalker d'un cimetière. Potentiellement un gros ton que j'aurais géré en face. Je vais avoir ensuite la bombe à sortilège d'annihilation qui peut se sacrifier pour gérer un cimetière. Et si je paye un noir, je pioche une carte en plus. Donc avec tout ça, ça me fait quand même 3 cartes pour gérer les cimetières, ce qui fait que je suis assez correct au global. Je vais avoir la grenouille à sport qui permet de prévenir les blessures de combat d'un tour. Donc quand j'ai 3 adversaires, c'est pas très intéressant, mais là par contre en 3 de tête c'est très intéressant. Potentiellement je peux la jouer à chaque tour et m'assurer que plus jamais ils ne nous feront des blessures de combat tant qu'ils n'arriveront pas à gérer Muldrota et ou mon cimetière.
Je vais avoir des cartes qui juste bloquent bien, comme le Sinistre Strix qui est une 1 Death Touch vol et qui me fait piocher quand elle arrive. Je vais avoir le Vent de Blâme qui me permet de renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire, donc non terrain par contre, faut pas exagérer, mais qui meule tous les joueurs de 2. Donc ça peut me permettre de nourrir des cibles à nécromancie ou de mettre moi des cartes dans mon cimetière pour les rejouer avec Muldrota. Je vais avoir les herbes éléphantesques, hein. On continue dans les cartes que personne connaît avec l'entretien cumulatif. En fait ça c'est une mini propagande, c'est pour un mana vert. Les créatures ne peuvent pas attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2. Les créatures noires ne peuvent pas m'attaquer du tout. Et moi j'ai un entretien cumulatif 1. Mais du coup le tour où je le joue pour seulement un mana vert, je viens de poser une propagande. Et du coup de taxer énormément mes adversaires. Enfin, je vais avoir le Fléau du Progrès. Alors, j'évite de jouer trop de cartes qui pourrissent le board de tout le monde. Parce que l'idée c'est que régulièrement ça veut dire que je suis en train de tuer une fourmi au bazooka. J'avais peut-être un truc qui menaçait régulièrement, 2 à tout casser. Et là je vais détruire tous les artefacts et les enchantements et mettre autant de marqueurs +1/+1 sur mon Fléau du Progrès. Donc potentiellement tous les cachets de mes adversaires, etc. Je suis en train de faire beaucoup de dommages collatéraux. En 3 de tête c'est faire, parce que on va quand même se mettre sur la tronche et essayer de se tuer le plus vite possible. Là où en EDH multijoueur convivial c'est un peu moins agréable parce que ça se trouve on part sur 45 minutes, 1 heure. Et autant moi je joue vert donc je m'accélère avec des terrains, autant il y a tous les joueurs qui n'ont pas accès au vert qui vont s'accélérer via des artefacts et qui vont se retrouver vraiment derrière. Donc ça c'est un petit peu dommage, ça peut les contraindre en fait à se dire en fait faut que je joue vert. Et c'est la même chose avec les sorts où ils vont se dire en fait faut que je joue bleu, et de fil en aiguille tout le monde joue bleu vert. Ce qui est un peu dommage. Voilà, le reste des cartes ce sont des terrains divers et variés qu'on vous mettra avec la decklist au complet dans la description de la vidéo. Pour finir, on va voir quelques cartes que j'aurais pu jouer en gestion. Donc il y a des cartes que là je joue pas, mais par exemple tout ce qui est Maraudeur Sac-Pot qui disent chaque joueur sacrifie une créature. Quand moi je m'en fous de sacrifier mon Maraudeur et tous les autres joueurs vont sacrifier, c'est intéressant. Mais là je vais probablement me retrouver avec un deck agressif qui joue avec moi. Donc lui virer ses créatures ça m'arrange pas trop. Donc j'évite. J'aurais pu jouer Hurle-Gueule qui est une autre carte à évocation qui tue une créature non noire d'un artefact quand elle arrive, donc un genre de terreur. Et que je peux jouer pour son coup normal pour avoir une 3 de peur, donc ça aurait pu être correct aussi, et remplacer mon Seal of Removal par exemple. Je me suis dit, bon, je change pas trop ma liste, je fais juste des changements mineurs, et on verra comment ça se passe, on découvre le format. Et ça permet en fait aussi de jouer des cartes qu'on voit vraiment très rarement en EDH multijoueur, comme Seal of Removal, que j'ai jamais vu en dehors de mon Muldrota. On va voir tout ce qui est Bone Shredder. Une petite 1 vol pour 3, quand elle arrive en jeu, elle détruit une créature, en l'occurrence encore une fois non artefact, et elle a l'écho 3, il faut que je la repaye en fait à mon prochain tour, donc généralement je vais pas la payer en fait, je vais juste bloquer avec le tour où je l'ai joué, et si elle s'est pas fait tuer, eh ben c'est pas grave, elle va mourir, je la rejouerai avec Muldrota, et du coup elle se met au cimetière toute seule. Je vais avoir des cartes comme Chupacabra Vorace, qui me permettent de détruire une créature pour 4 et de garder une 2/2 pour bloquer. Et typiquement ce qui est intéressant en fait en 3 de tête c'est ce genre de carte là. Alors en dash multijoueur le problème c'est que tout le monde joue des accélérateurs, donc je joue ça et j'ai pas eu d'impact. Ok, chaque joueur sacrifie un artefact en enchantement, chaque adversaire, et ils sont là genre ok j'ai sacrifié mon cachet d'Isette et je suis en mode waouh, j'ai eu un impact phénoménal sur cette partie. Donc ok ça reste du card advantage mais c'est pas très intéressant, j'aurais préféré avoir directement une Nature's Claim ou une naturalisation pour détruire l'enchantement qui m'embêtait réellement. Là où potentiellement en 3 de tête où on est un petit peu plus agressif, où il y a moins d'artefacts d'enchantement, on va plus vite et on essaie de se taper sur la tronche, le côté de je gère une carte à chacun de mes adversaires, c'est peut-être pas inintéressant. Donc voilà, vous avez vu un peu mon side, les cartes que j'ai exclues. J'ai aussi exclu toutes les cartes qui étaient trop duel commander ou trop DH compétitif et qui du coup auraient pas fait l'affaire pour un deck convivial. Et comme je vous le disais, j'ai essayé de rester dans l'esprit de mon Muldrota d'origine, pas trop le modifier pour partager un petit peu ce que c'était et vous faire une decklist de plus pour le défi du 32, pour lequel on va filmer d'autres choses. Donc là-dessus, on espère que on va casser des tronches au troll de tête, et on va voir comment ça va se passer. A très bientôt sur Chronicles.